Il suffit parfois d'un bouton manquant, d'un murmure dans le soir ou d'un regard trop longtemps retenu pour que tout bascule. Dans une maison silencieuse, le passé se réveille et la vérité, patiente, attend son heure. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoute qu'as-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. C'était une fin d'après-midi pluvieuse de novembre, le genre de jour où Londres semble se refermer sur elle-même, comme un vieil album aux pages gondolées. Je feuilletais distraitement le Times lorsqu'une enveloppe, d'un beige un peu jauni, attira mon attention sur le plateau de la console. Mon nom y était inscrit d'une écriture penchée, militaire, presque douloureuse dans sa rigidité. Mon cher Hastings, commençait la lettre, et déjà un frisson de souvenir me parcourut l'échine. La signature était celle d'Archibald Stratton, un ancien camarade de service que je n'avais pas revu depuis des années. Il m'écrivait depuis une demeure du Sussex, Grange Hollow, où il vivait désormais retiré, veuf et, selon ses propres mots, habité par une inquiétude que ni le temps ni la raison n'ont su dissiper. Le ton était étrange, pas plaintif, non, mais fiévreusement lucide. Il évoquait des nuits sans sommeil, des voix du passé, un remords ancien qu'il n'osait nommer, mais qui exigeait enfin, disait-il, la lumière, fût-elle cruelle. Ce n'était pas une invitation ordinaire, c'était presque une supplique. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais une tension invisible s'insinua en moi dès les premières lignes, comme si cette lettre écrite par une main tremblante ouvrait une porte que le temps avait voulu fermer. Et à cet instant précis, je compris que je ne pourrais y aller seul. Poirot lut la lettre une fois, sans dire un mot, puis il la relut, plus lentement, son regard glissant d'un mot à l'autre comme un chat sur le rebord d'une fenêtre. Enfin, il leva vers moi ses yeux sombres, brillants d'une curiosité que je connaissais trop bien. « Mon ami, » dit-il en posant la lettre sur la table, « ceci n'est pas une simple requête de retrouvailles entre vieux soldats. C'est une confession suspendue, un mystère enroulé dans un uniforme que l'on n'a jamais vraiment raccroché. » Je tentai un sourire. Peut-être a-t-il seulement besoin de parler, de vider son cœur, comme on dit. Poirot tapota doucement son index contre la table. Justement, un cœur ne se vide pas avec une lettre aussi retenue. Il y a ici une pudeur maladive, une volonté de parler sans oser. Voilà le genre d'âme qui se tait depuis trop longtemps. Et une âme qui se tait trop longtemps, Hastings, finit souvent par se briser. Il se leva, saisit son chapeau et son manteau, puis se tourna vers moi avec un petit sourire en coin. « Nous partons demain matin. La campagne anglaise a parfois plus de crimes qu'une salle de bal, à Monte-Carlo. » Le Sussex, ce matin-là, semblait baigné dans une éternelle hésitation entre pluie et brouillard. La route, bordée de haies nues et de vieux troncs noueux, ondulait sous nos roues comme un serpent endormi. Poirot, assis à ma droite, demeurait silencieux, le regard perdu au-delà des vitres embuées. Ce fut au détour d'un virage que le manoir apparut, enfin, se détachant peu à peu du gris ambiant, tel un souvenir qui refait surface. Grange Hollow. Une bâtisse massive, aux pierres ternies par les années, et aux fenêtres si hautes qu'elle semblait observer le visiteur avec méfiance. Un portail de fer forgé grinça à notre passage, et bientôt notre voiture s'immobilisa sur un gravier détrempé. Aucun domestique ne nous attendait, aucun signe de mouvement derrière les vitres. Seule la brume, épaisse et muette, enveloppait le domaine d'un manteau d'indifférence. « Voilà un endroit, » dis-je en descendant, qui ne connaît plus les rires depuis longtemps. Poirot hocha la tête, l'air songeur. Et pourtant, cher ami,
Chaque mur ici doit résonner encore de souvenirs qu'on a voulu oublier. Mais vous savez ce que je pense des souvenirs. Ils sont comme la poussière sous un tapis. Un jour ou l'autre, ils remontent. C'est le colonel lui-même qui nous ouvrit la porte. Sa silhouette avait perdu de sa prestance, mais non de sa dignité. Son uniforme n'était plus qu'un cardigan sombre, boutonné jusqu'au col, et ses yeux, ah, ses yeux, ils avaient cette couleur pâle des hommes qui ont trop regardé derrière eux. Il nous serra la main sans excès, comme si l'idée même de contact humain le mettait mal à l'aise. Puis, sans mot de bienvenue, il nous guida à travers un couloir froid jusqu'à un petit salon, où un feu hésitant crépitait dans l'âtre. « Vous êtes venu. Merci, » murmura-t-il après un long silence. Poirot s'assit sans un mot, observant chaque détail, les portraits de famille, les rideaux tirés malgré l'heure, la poussière soigneusement repoussée vers les coins. Moi, je me contentais d'attendre, sentant que le colonel cherchait ses mots comme un homme cherchant son souffle. « Il y a quelque chose ici, » dit-il enfin, « quelque chose que je ne comprends plus. Une présence, peut-être, ou une dette. Je ne dors plus. Je rêve d'un bouton manquant, d'une silhouette dans la brume, d'un nom effacé dans un registre. » Poirot pencha légèrement la tête. « Vous parlez par énigme, mon colonel. » Le vieil homme ferma les yeux, las. Parce que ce n'est pas encore une vérité, c'est un poids. Et il me semble que ce poids devient plus lourd chaque nuit. Ce soir-là, le dîner fut servi dans une salle à manger longue et sombre, où l'écho des couverts semblait exagéré par le silence des convives. Laura Stratton, la belle-fille du colonel, était assise à sa droite, vêtue d'un gris discret. Elle parlait peu, mais ses yeux clairs scrutaient Poirot avec une intelligence que je n'aurais su qualifier. À notre gauche, le major Colin Everly, un homme robuste, au teint buriné, mangeait comme s'il s'ennuyait. De l'autre côté de la table, Madame Venn, la gouvernante, droite comme une flèche, se servait avec une précision mécanique. Et enfin, au bout de la pièce, presque invisible, une jeune domestique muette passait les plats avec une agilité spectrale, aucun éclat de voix, aucune question, rien que le froissement du linge et le tintement régulier de la porcelaine. Mais sous cette politesse glacée, Poirot percevait déjà les dissonances. Il observa le major d'un œil curieux lorsque celui-ci versa un peu trop généreusement son verre de Porto. Il nota l'absence d'alliance au doigt de Laura, bien qu'elle vivait ici depuis le veuvage de sa belle-mère. Et il parut s'intéresser davantage encore à Madame Venn, lorsque celle-ci mentionna, sans émotion, que le colonel passait ses nuits à marcher seul dans les couloirs. Après le repas, tandis que le feu crépitait dans le petit salon, Poirot me glissa discrètement. « Mon cher Hastings, ces gens ne vivent pas ensemble, ils se surveillent. » Je frissonnai. Et soudain, Grange Hollow me sembla moins un manoir qu'une cage. Le lendemain matin, nous franchîmes à nouveau les grilles de Grange Hollow, cette fois non plus comme des invités attendus, mais comme des observateurs dont la présence faisait déjà frémir les murs. Le brouillard ne s'était pas levé depuis la veille. Il semblait même s'épaissir, telle une brume née non des champs, mais du silence lui-même. Le manoir était là, toujours aussi inerte, planté dans son isolement volontaire. Au moment où je coupais le moteur, Poirot posa la main sur mon bras. « Regardez, mon ami, il n'y a pas de rideau tiré. On ne s'attendait pas à ce que nous revenions si tôt. » Nous fûmes accueillis non par le colonel, mais par une femme que je n'avais pas encore vue. Une gouvernante sèche, au chignon sévère, qui nous indiqua d'un mouvement du menton le salon. Une odeur de cire froide et de feu, éteint, y flottait encore. Quelques instants plus tard, Laura Stratton entra, suivie du colonel lui-même,
affaibli, comme si la nuit avait mangé un peu plus de son énergie. L'accueil fut bref, poli, mais le malaise était palpable. On sentait une attente ou une crainte suspendue dans l'air, comme si notre venue risquait de faire remonter à la surface quelque chose qu'ils s'étaient tous employés à enfouir depuis des années. Elle était grande, fine, le teint pâle, mais non maladif, une beauté fanée, pourrait-on dire, si cela n'évoquait pas une perte. Or chez elle, ce n'était pas une perte, mais un effacement volontaire. Laura Stratton était de celles qui, dans une maison, semblent toujours là, mais dont on n'entend jamais les pas. Elle nous salua d'une voix douce, presque effacée, mais ses yeux restèrent longs sur Poirot. Ce dernier s'inclina avec chaleur, puis l'observa plus longuement qu'il ne l'aurait fait en société. « Vous semblez fatiguée, madame » dit-il simplement, sans malice. Elle esquissa un sourire, qui ne parvint pas jusqu'à ses paupières. Le colonel dort peu ces derniers temps, et moi, je veille. Il y eut un silence. Poirot croisa les mains sur ses genoux. Le sommeil est un miroir parfois cruel. Il vous montre des choses que le jour vous laisse oublier. Elle le regarda, cette fois avec un intérêt véritable, comme si ces mots avaient touché un point intérieur qu'elle croyait à l'abri. Mais déjà elle se redressa, refermant son visage comme on referme un livre qu'il ne faut pas encore lire. Nous fîmes la connaissance du major Everly un peu plus tard, dans une salle au carrelage froid, où il s'attardait sur un whisky matinal. Il était grand, large d'épaules, le teint tanné comme un cuir vieilli, et portait la moustache avec cette suffisance légère des hommes qui ont vu la guerre, mais préfèrent qu'on leur rappelle leur grade. « Ah, les vieux amis du colonel » lança-t-il avec entrain. « On m'a dit que vous veniez en renfort contre les fantômes ?» Poirot sourit. « Les fantômes, monsieur le major, laissent souvent des traces bien réelles. Il suffit de savoir où regarder. » Le regard du major s'assombrit d'un soupçon, fugitif, puis il haussa les épaules. « Eh bien, tant que personne ne dérange mes habitudes, je vous souhaite la bienvenue. » Il vida son verre avec une désinvolture trop étudiée, puis sortit sans plus de cérémonie. Poirot le suivit des yeux. « C'est un homme nerveux, » dit-il doucement. « Et les nerfs d'un militaire sont comme les coutures d'un uniforme, ils révèlent toujours les tensions. » Je hochai la tête, songeur. Everly avait parlé trop vite, ri trop fort, comme s'il voulait couvrir quelque chose. La gouvernante, Madame Venn, nous fut présentée peu après. Elle portait un tablier d'un blanc sévère, et son regard était celui d'une horloge qui juge les retards. Elle nous salua brièvement, sans émotion, et s'excusa aussitôt. Elle avait des horaires à tenir. Tout dans cette maison fonctionne selon une cadence, déclara-t-elle avec une fermeté presque militaire. Le colonel y tient beaucoup. Poirot s'inclina légèrement. « Et vous, madame, êtes la gardienne de cette cadence ?» Elle sembla hésiter sur la réponse, puis hocha la tête. Le colonel m'a accordé sa confiance pendant 25 ans. Je n'ai jamais manqué à mon devoir. Il y avait dans sa voix une note de ferraille, pas de dévotion, non, mais d'ordre. Elle parlait comme une clé qui verrouille plus qu'elle n'ouvre. Et dans le battement sec de ses phrases, on devinait que la loyauté, chez elle, avait la forme d'un verrou bien huilé. Lorsque Madame Venn s'éloigna, Poirot me glissa, pensif. « Il y a des maisons où les souvenirs sont cachés dans les tiroirs. Ici, ils sont peut-être bien classés, mais jamais oubliés. C'est au détour d'un couloir que je remarquai pour la première fois Lily, la jeune domestique silencieuse. Elle portait un plateau trop grand pour elle, mais marchait avec une grâce étrange, presque féline. Elle ne parlait pas.
On nous apprit plus tard qu'elle était muette de naissance, mais ses yeux, d'un gris limpide, semblaient capter la moindre dissonance. Une domestique silencieuse dans une maison pleine de non-dits, murmura Poirot. Voilà qui est presque poétique. Je tentai d'engager un échange avec elle, un sourire, un remerciement. Elle inclina doucement la tête, mais ne détourna pas le regard. Ce n'était pas un regard d'enfant timide, c'était celui d'un témoin. Poirot, qui observait tout, ne tarda pas à noter. Elle ne nous évite pas, Hastings, elle nous étudie. Elle sait qu'il se passe quelque chose, ici. Et je soupçonne que si elle le voulait, elle pourrait nous en dire plus qu'aucun des autres. Je frémis légèrement. L'idée d'un regard constant et silencieux, dans un lieu déjà si chargé, avait quelque chose d'inquiétant. Mais Poirot, lui, semblait presque rassuré, comme s'il venait de trouver une pièce du puzzle, encore sans image. Le docteur Mallory arriva dans l'après-midi, à l'heure du thé. Grand, mince, vêtu avec sobriété, il avait la poignée de main ferme et un regard clair, trop clair peut-être. Il salua Poirot avec une politesse mesurée, presque distante. « Le colonel a confiance en vous », dit-il en versant le lait dans sa tasse. « Ce n'est pas courant ces derniers temps. » Poirot incline la tête, l'air faussement modeste. « C'est un homme troublé. Je souhaite seulement comprendre ce qui l'oppresse. » Le docteur parut réfléchir, puis souria avec douceur. « Ce manoir est chargé de souvenirs, monsieur Poirot. Et certains souvenirs, vous le savez sûrement, se transforment en poids lorsqu'on ne les partage pas. » La conversation se poursuivit sur des banalités médicales, mais je sentais Poirot attentif à chaque inflexion de voix. Après le départ du médecin, il déclara « Voilà un homme qui sait trop de choses, mais n'en dira pas la moitié. Et lorsqu'un médecin parle d'un patient, comme d'un porteur de souvenirs, il faut se demander ce qu'il a vu et ce qu'il a choisi d'ignorer. » Avant de nous retirer, Poirot insista pour revoir le petit salon où l'uniforme du colonel était exposé. Il s'en approcha lentement, sans un mot, les mains derrière le dos. Puis il se pencha légèrement et, d'un geste discret, frotta du bout du doigt une zone précise du verre. « Regardez, Hastings, ici. Une trace, effacée à la hâte, mais encore visible sous un certain angle. » Je plissai les yeux. En effet, une empreinte vague, comme une main posée dans un moment de tension. « Quelqu'un a touché à cet uniforme récemment, » dit Poirot à mi-voix. Et ce n'était pas pour en faire l'éloge, non. C'était un geste impulsif, peut-être de colère. Il se redressa, les yeux brillants. Il y a quelque chose dans cette maison qui ronge les cœurs. Et ce bouton manquant n'est peut-être que le premier fil de la pelote. Le matin se leva, sur Grange Hollow, dans une torpeur laiteuse, comme si le brouillard refusait de quitter les lieux. Le manoir, déjà silencieux de nature, semblait cette fois enveloppé d'un mutisme pesant. Même le tic-tac de l'horloge du hall paraissait assourdi, comme s'il retenait son souffle. Poirot et moi descendions les escaliers, encore engourdis par une nuit sans événement, lorsque ce fut le son, sec, net, déchirant, qui brisa la quiétude. Un coup de feu, unique, issu sans équivoque de l'aile est. Laura accourut du couloir, le visage pâle et figé, suivi de Madame Vane, qui semblait à peine surprise. Le major, quant à lui, sortait de sa chambre, le regard embué et le col de chemise défait. Poirot ne perdit pas une seconde. Il se dirigea vers la bibliothèque, d'où provenait la détonation. Je le suivis sans réfléchir, le cœur cognant fort. Le temps, dans ces instants-là, prend la forme d'une attente suspendue. Et en atteignant la porte close de la pièce, je compris qu'un chapitre s'achevait. Brutalement, le colonel Stratton,
que nous étions venus aider, venait de se taire à jamais. Ou du moins, le croyait-on. La bibliothèque était fermée de l'intérieur. Il fallut quelques instants pour que le major force la porte, épaulé par le docteur Mallory, qui venait d'arriver en hâte, le visage blême mais résolu. Lorsque la serrure céda, une odeur âcre de poudre nous saisit. Le colonel Stratton gisait au centre du tapis, étendu sur le flanc, le revolver encore dans sa main droite. Le fauteuil, près de lui, avait basculé, et une lampe, renversée, projetait des ombres tordues sur les murs tapissés de livres. Poirot s'agenouilla lentement. Il observe sans toucher. Son regard passait du corps à la cheminée, du revolver à la fenêtre soigneusement fermée. Le silence, ici, était plus profond que partout, ailleurs, un silence dense, intransigeant, comme s'il recouvrait non un mort, mais un secret. « Il n'y a pas eu de lutte », déclara Mallory d'un ton bas, et la porte était verrouillée de l'intérieur. « C'est un suicide, n'est-ce pas ?» Poirot ne répondit pas. Il se releva lentement et tourna les yeux vers l'uniforme encadré au mur. Puis il fixa le colonel, son visage calme et rigide, comme pétrifié dans une vérité incomplète. Et déjà, dans les plis du silence, l'interrogation commençait à s'insinuer. Les réactions, comme toujours dans ce genre de drame, furent révélatrices. Laura d'abord s'effondra dans un silence douloureux, sans cris, sans gestes exagérés, comme si elle avait déjà pleuré cet homme bien avant ce matin. Le major Everly se contenta d'un juron à demi murmuré, les yeux fuyant vers la fenêtre. Il ajouta, presque pour lui-même. Il en parlait parfois. Il disait qu'il avait fait des choses qu'on ne peut pas laver. Madame Venel ne versa pas une larme. Elle se tenait droite, les bras croisés, le regard dur. Seul un très léger tremblement au niveau de sa lèvre trahissait peut-être quelque chose. Lily, la jeune domestique, observait depuis l'encadrement de la porte. Son regard n'était pas triste. Il était fixe, serein, comme si elle savait. Dans cette pièce pleine d'ombre, chacun pleurait à sa manière, ou ne pleurait pas. Et cela, pour Poirot, valait déjà un témoignage. Lorsque tout le monde fut sorti de la pièce et que le corps transporté, Poirot resta seul quelques instants dans la bibliothèque. Je le trouvais penché sur la table basse, les bras croisés derrière le dos, une expression de profonde concentration sur le visage. « Hastings, dit-il sans se retourner, pourquoi un homme qui écrit une lettre appelant à l'aide se tire-t-il une balle dans la tête moins de 24 heures plus tard ?» Je n'eus pas de réponse immédiate, car il avait raison. Le colonel nous avait appelés dans un état d'alerte, pas de désespoir. Il est également curieux, poursuivit-il, qu'il ait choisi de se tirer dessus dans cette pièce, la seule, notez bien, où est exposé son uniforme militaire. Je m'approchai. Il observait une photographie encadrée, posée sur le bureau. Le colonel jeune, debout, un autre homme à ses côtés, visage flouté par le temps. Quelque chose cloche ici, Hastings, non pas dans la scène, mais dans l'enchaînement des intentions. Ce n'est pas la logique d'un homme résolu au suicide, c'est la mise en scène d'un souvenir trop pesant. Et en disant cela, il se tourna enfin, les yeux déjà habités d'un doute nouveau. L'uniforme du colonel, exposé dans sa vitrine depuis notre arrivée, attira de nouveau l'attention de Poirot. Il s'en approcha avec une lenteur presque cérémonieuse. Je le suivis sans comprendre d'abord ce qu'il cherchait. Puis il se figea. Son doigt effleura la plaque de verre. « Hastings, regardez bien. Le vêtement a été replacé à l'envers. » Je plissai les yeux. En effet, les décorations, d'ordinaire disposées à gauche, se trouvaient désormais à droite. L'effet était subtil, mais évident pour un œil méticuleux. « Et cela ne peut être une erreur », ajouta Poirot.
Le colonel était un homme d'ordre, un homme de symbole. Retourner son uniforme, c'est retourner sa loyauté, son passé, sa mémoire. Je frémis. Vous pensez que quelqu'un a voulu dire quelque chose? Ou effacer quelque chose, répondit-il. Ou peut-être le rappeler à lui-même. Le message, Hastings, est dans le détail. Et ici, ce détail est un cri silencieux. Il recula d'un pas, le regard fixe sur la vitrine, comme si elle lui renvoyait non un reflet, mais une énigme à décrypter. Mais ce n'est que lorsque Poirot s'accroupit devant la vitrine qu'il remarqua l'absence. Une absence infime, presque ridicule. Et pourtant, il manque un bouton, murmura-t-il, le 5e. Sur le revers gauche, je me penchai à mon tour. Là où devait se trouver l'un des 6 boutons dorés de la tunique, ne subsistait qu'un fil usé, une irrégularité si minime qu'aucun œil ordinaire ne s'en serait ému. Mais Poirot n'était pas un œil ordinaire. Ce bouton n'a pas sauté, Hastings, il a été retiré. Je le fixai, incrédule. Pourquoi faire une chose pareille? Il se releva lentement, les bras croisés. Un bouton, c'est l'ordre, l'uniformité, la perfection. C'est ce qui ferme, ce qui tient. En retirer un, c'est briser la cohérence, défaire la mémoire d'un soldat. Il marcha un instant dans la pièce, silencieux, puis s'arrêta. C'est un message, un symbole. Celui qui a pris ce bouton voulait marquer quelque chose, une blessure, une faute. Je regardai à nouveau l'uniforme, et pour la première fois, il me sembla plus nu, plus vulnérable, comme un corps désarmé. Et s'il s'agissait, dis-je, d'un souvenir de guerre? Poirot répondit sans se tourner. Ou d'une dette, une dette que le colonel n'a jamais payée. Je quittai Grange Hollow ce matin-là, marchant d'un pas lent vers le village de Mecford, situé à une 20aine de minutes à travers champs. La campagne anglaise, humide et morne, semblait à l'image du deuil discret qui planait sur le manoir. J'avais dans l'idée de me dégourdir les jambes, bien sûr, mais aussi, et surtout, de recueillir quelques impressions locales, comme Poirot me l'avait discrètement suggéré. L'épicier, un certain monsieur, Barrows, au verbe lent et à la moustache jaunie par le tabac, me parla longuement du colonel. Il évoqua un homme taciturne, respecté mais pas aimé, dit-il, un homme d'un autre temps. Mais ce fut en saluant un vétéran à la jambe raide, installé près du banc de pierre sur la place, que j'entendis le premier murmure d'un doute. L'ancien soldat, une canne sculptée à la main, me lança. « Si vous êtes là pour le vieux Stratton, vous devriez poser des questions sur ce qui s'est passé en 44. » « Qu'entendez-vous par là ?» demandai-je. « Ce n'est pas à moi d'en parler, mais il y a des choses qu'on n'a jamais élucidées à Grange Hollow. » Et en me regardant, il ajouta d'une voix rauque, « On ne perd pas un homme sans laisser de traces. » Je revins vers l'épicerie sous un ciel plus lourd encore. La conversation du vétéran tournait dans ma tête, et j'eus la bonne idée de relancer Mr. Barrows sur l'année 1944. Ce dernier, d'abord hésitant, finit par me glisser, presque à voix basse. Il y avait un jeune officier, logé à Grange Hollow. Un garçon bien, selon les rares qui l'ont croisé. Il a disparu, comme ça, en pleine nuit, sans bagage, sans message. Je fronçai les sourcils. Et la police? Il haussa les épaules. Il paraît qu'on a dit qu'il était rentré chez lui, mais personne ici n'y a cru. Et puis, le colonel n'a jamais plus évoqué son nom, pas une seule fois, comme si l'homme n'avait jamais existé. Le nom de l'officier, cependant, n'était pas revenu à sa mémoire. C'était un nom court, je crois. Cargill, peut-être. Oui, Cargill. Je remerciai chaleureusement l'épicier et repris le chemin du manoir, l'esprit en alerte. Si ce nom réapparaissait à Grange Hollow, alors il ne serait pas question de hasard.
Chez Poirot, je le savais, le hasard n'existait pas. À mon retour, je trouvais Poirot dans le petit salon, en conversation feutrée avec Laura Stratton. Un plateau de thé reposait entre eux, mais ni l'un ni l'autre n'y touchait. En entrant, je compris qu'un moment délicat était en cours. Laura paraissait plus fragile que la veille. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse. « Il ne parlait jamais de la guerre, dit-elle, pas même à moi. Mais parfois, je l'entendais dans son sommeil. Il prononçait un nom, toujours le même. »« Cargill » souffla Poirot. Elle hocha la tête. « Oui. Et puis un jour, peu après notre mariage, il a reçu une lettre. Je ne sais pas ce qu'elle contenait. Je ne l'ai jamais lue. Mais je l'ai vu la jeter au feu, le visage blanc comme la cendre. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Savez-vous de qui elle venait ? » Elle hésita, puis murmura. « J'ai vu les initiales F.R.C. Poirot. » Croisa les bras lentement, son regard plongeant dans les flammes du foyer. « Un souvenir ? Ou un rappel ? Dans tous les cas, madame, il semble que le passé ne meure jamais à Grange Hollow. » L'après-midi même, Poirot me rejoignit dans le bureau du colonel. Il observait les lieux avec l'intensité d'un horloger inspectant un mécanisme défectueux. Sa main s'arrêta sur un tiroir du secrétaire, verrouillé. « Hastings, dit-il doucement, il nous faut ouvrir ce tiroir. Vous pensez qu'il cache quelque chose ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, « Je pense qu'un homme, sur le point de mourir, range ses secrets, non pour les protéger, mais pour qu'ils soient découverts au bon moment. » Nous demandâmes à Madame Venn la clé, qu'elle déclara introuvable depuis des mois. Poirot, impassible, sortit un petit outil de sa poche et, d'un geste aussi discret qu'assuré, fit sauter le verrou. Il ouvrit lentement le tiroir. À l'intérieur, un journal de cuir usé, aux pages gondolées, mais surtout des pages manquantes, arrachées avec soin. L'ouvrage semblait avoir été tenu de longue date, mais plusieurs années de guerre y avaient disparu. Seules restaient des bribes, mentions de nom, d'affectation, de déplacement. Poirot lut en silence. Puis, du bout des doigts, il souleva une enveloppe poussiéreuse, glissée sous la doublure du tiroir. Son regard se durcit. Le passé s'est bien caché, Hastings, mais il savait qu'on viendrait le chercher. L'enveloppe contenait un télégramme daté du 14 mars 1944. Le papier, jauni, portait encore l'entête du War Office. Le message, court, tenait en 2 lignes. Lieutenant F.R. Cargill, non localisé, présumé déserteur, enquête close. Poirot le relut 3 fois, lentement, comme s'il s'agissait d'un message codé. Je sentis en lui cette intensité calme qu'il prenait lorsqu'un détail venait bouleverser son échiquier mental. « F.R.C. » murmurai-je. « Le même que dans la lettre brûlée », confirma-t-il. Il posa le document à plat, lissant les bords du doigt. Un jeune officier, disparu, officiellement déclaré déserteur. Et pourtant, ici, personne ne parle de désertion. Seulement d'un silence. Il me regarda gravement. « Hastings, un homme ne cache pas un télégramme officiel s'il croit à son contenu. Il le cache parce qu'il sait que ce qu'il contient est faux, ou que sa vérité est insupportable. » Je ne répondis pas. Tout à coup, Grange Hollow n'était plus seulement une demeure endeuillée. C'était un tombeau sans pierre, gardé par la mémoire d'un homme trop droit pour trahir, mais trop humain pour affronter sa faute. Poirot garda le télégramme en main un long moment, le regard fixé sur ces 3 lettres, FRC. Elles semblaient vibrer, telles des notes désaccordées dans une symphonie trop bien orchestrée. 3 lettres, Hastings, 3 lettres que l'on retrouve dans une lettre brûlée, dans des cauchemars nocturnes, et maintenant dans un tiroir verrouillé. Il s'interrompit.
marchant lentement jusqu'à la vitrine de l'uniforme. Son regard se posa une fois encore sur le bouton manquant. « Vous voyez, mon ami, je crois que ce bouton n'est pas simplement perdu, il a été prélevé, volontairement, comme un trophée ou une réclamation. » Je frémis. Vous pensez que quelqu'un a voulu faire justice? Non. Quelqu'un a voulu qu'on découvre ce qui avait été effacé. Il se retourna vers moi, grave. Le colonel Stratton n'est pas mort d'un remords, il était mort d'un rappel, et ce rappel s'appelle Cargill. Quelqu'un ici veut que ce nom soit enfin entendu. Il s'interrompit à nouveau, puis ajouta lentement. Et si ce n'était pas un ennemi qui l'a tué, mais un frère d'armes? Je ne savais plus si le mystère s'épaississait, ou si, au contraire, un rideau venait de se soulever. Mais dans le silence, je perçus soudain le souffle du passé. Il ne murmurait plus. Il appelait. Le lendemain matin, ce fut une agitation inhabituelle qui brisa l'habituelle langueur de Grange Hollow. Madame Venn, d'ordinaire si discrète, s'était précipitée jusqu'à la chambre de Poirot pour lui parler. Sa voix, plus aiguë que jamais, résonnait dans le couloir. Je m'approchai à pas feutrés et compris bien vite l'objet de ce trouble. La jeune Lily avait parlé. Poirot descendit dans le salon avec son calme habituel, accompagné de la gouvernante, le front plissé de contrariété. Là, la domestique silencieuse se tenait debout, mains croisées devant elle, droite comme une statue. Elle ne parlait pas, bien sûr, mais elle avait consenti à écrire quelques lignes sur un carnet à couverture rigide que Madame Venn tenait à la main comme une preuve accablante. Elle affirme avoir vu le major Everly s'approcher de la bibliothèque tard dans la nuit, expliqua la gouvernante d'une voix grave. Juste avant le coup de feu, Poirot lut les mots de Lily, esquissa un mouvement des sourcils, puis demanda à la voir seule. Il s'agenouilla devant elle, la regardant dans les yeux. « Mademoiselle, êtes-vous certaine de ne pas confondre? Un pas, une silhouette. La nuit, tout est déformé. » Elle hocha la tête avec lenteur. Sa main trembla légèrement, mais son regard resta fixe. Ce témoignage, silencieux mais puissant, fit du major Everly le suspect le plus naturel. Et pourtant, quelque chose dans l'attitude de Poirot me fit comprendre qu'il n'était pas convaincu. L'enquête officielle, menée par l'inspecteur Ledbury, un homme aussi carré que son chapeau melon, ne tarda pas à prendre la direction la plus évidente. Les déclarations de Lily suffirent à éveiller la suspicion, mais ce furent les éléments financiers qui enfoncèrent le clou. « Le major », déclara Ledbury avec ce ton satisfait des hommes qui pensent avoir trouvé la clé du coffre, est lourdement endetté. Courses, cartes, paris divers. Il devait à une maison de jeux de Brighton plus de 900 livres. Je laissai échapper un sifflement. Poirot, lui, demeura impassible. « Et vous pensez qu'il aurait tué pour un héritage ? » Il n'avait plus d'autre issue, monsieur Poirot. Et voici le plus intéressant. Le colonel avait modifié son testament il y a 3 semaines à peine. Le major devenait l'unique bénéficiaire du domaine, tout Grange Hollow, y compris les titres, les rentes et la bibliothèque. Poirot ferma les yeux un instant, puis dit doucement « La tentation était grande, je le concède. Mais vous voyez, inspecteur, il manque quelque chose. »« Ah bon? Et quoi donc ?»« Le style, » répondit Poirot en rouvrant les yeux. « Ce crime manque de style. Il est trop fonctionnel, trop commode. Or, dans cette maison, tout est trop chargé de mémoire pour que le meurtre soit si simple. Mais Ledbury, déjà satisfait, n'écoutait plus. Il préparait déjà le mandat. Ce soir-là, le major fut convoqué dans le salon pour un entretien formel avec l'inspecteur. Il arriva le visage fermé, mais non surpris. En le voyant entrer,
Poirot se leva lentement, l'observant avec une attention plus nuancée que celle d'un simple enquêteur. Le major s'assit avec lourdeur, les mains jointes, et répondit sans détour aux questions. Oui, il avait des dettes. Oui, il connaissait les clauses du testament. Oui, il s'était approché de la bibliothèque, mais juste pour aller chercher un cigare dans l'étui qui se trouvait dans le couloir. « Je suis peut-être un idiot », déclara-t-il d'un ton las, « mais je ne suis pas un assassin. » Poirot s'approcha, tourna lentement autour de lui, puis se pencha. « Vous êtes impulsif, Major. Vous parlez trop vite, vous buvez trop vite, vous agissez trop vite. Un homme comme vous ne planifie pas un meurtre parfait. Il l'exécute dans la colère. Or ici, tout est en place, tout est mis en scène. » Il se redressa. « Et vous êtes tout sauf un metteur en scène. » Il y eut un silence. Puis, comme pour lui-même, Poirot murmura « Non, ce crime n'est pas à votre mesure. Et cela, mon ami, est peut-être votre seule chance. » Une fois l'entretien avec le major terminé, Poirot s'enferma dans le bureau du colonel, avec les papiers récupérés dans le tiroir verrouillé. J'y entrai 1 heure plus tard, le trouvant penché sur les documents militaires, lunettes au bout du nez, l'air absorbé. « Hastings, dit-il, sans lever les yeux, savez-vous ce que contient un dossier militaire incomplet ? » « Non, mais j'imagine qu'il n'a rien d'anodin. » « Précisément. Ici, nous avons un nom rayé, une affectation effacée, une note administrative évasive. Le lieutenant Francis Robert Cargill, officiellement disparu, officieusement oublié. Je pris place près de lui. Il me montra un carnet griffonné du colonel, daté de la fin de l'hiver 1944. Un passage en particulier retint son attention. Il fallait faire un choix, un seul. Le silence est parfois le seul salut d'un régiment. Poirot soupira. Ce n'est pas une erreur militaire, c'est une omission morale. Le colonel a couvert une faute, peut-être la sienne, peut-être celle d'un autre, mais au prix de la disparition d'un homme. Et vous pensez que cette faute est à l'origine du drame? Je pense, Hastings, que dans cette maison, la mémoire est une malédiction, et qu'un fantôme ne revient que lorsqu'on l'a délibérément enterré vivant. Ce fut dans l'ombre d'un crépuscule frémissant que Poirot demanda à parler en privé à Madame Venn. Elle accepta sans sourciller, droite comme une pierre tombale, les mains croisées sur son tablier. « Madame, dit-il d'une voix calme, vous avez servi cette maison depuis 25 ans. Il est impossible que vous n'ayez rien vu, rien entendu. Je ne vous accuse pas. Je vous demande de nous aider. » Elle le fixa un instant. Son visage demeurait impassible, mais je crus y lire une infime fissure. « J'ai vu, » dit-elle enfin. « Oui, mais j'ai aussi juré. Pas à un tribunal, monsieur Poirot. À un homme que j'ai vu vieillir, plié sous le poids de son propre silence. » Elle se leva, fit quelques pas, puis se retourna. Il parlait seul, les nuits. Toujours à la même heure, dans le couloir, devant l'uniforme, il disait « Tu sais que je n'ai pas eu le choix. Tu sais ce que j'ai risqué. » Poirot murmura. Il parlait à Cargill. Elle hocha lentement la tête. Ou à sa conscience. C'est la même chose parfois. Puis elle ajouta, comme dans un souffle. Je ne l'ai jamais entendu appeler au pardon, seulement à l'oubli. Et l'oubli, monsieur Poirot, est un très mauvais consolateur. Lorsque nous regagnâmes le salon, ce soir-là, Poirot demeura, longuement silencieux, assis dans un fauteuil près du feu éteint. Je connaissais cette immobilité. Elle n'était pas vide, elle était en gestation. « Hastings, dit-il finalement, il faut regarder ce crime non avec les yeux de la loi, mais avec ceux du cœur humain. Ce n'est pas un meurtre de sang-froid, c'est un acte de mémoire. » Je fronçai les sourcils. «
Mais qui, alors? Laura? Elle souffre trop. Madame Venn? Trop loyale. Lily? Trop jeune. Et le major? Vous l'avez écarté. Justement. Il reste quelqu'un que nous oublions. Il se leva, se mit à marcher, les mains croisées dans le dos. Quelqu'un qui connaissait l'histoire de Cargill, quelqu'un qui savait pour le bouton, qui pouvait s'introduire dans la bibliothèque, qui avait accès au cognac, quelqu'un qui n'aurait jamais attiré le soupçon, parce qu'il incarnait la décence, la science, la neutralité. Il s'arrêta, me regarda. Le docteur Mallory. Je restais interdit. Mais pourquoi? Parce qu'il était autrefois l'ami de Cargill, et il a découvert, tardivement, ce qui s'était passé. Il n'a pas tué par haine, Hastings. Il a tué pour l'honneur, pour réparer. Et il a laissé une signature, le bouton manquant, pour que je le trouve. Je ne pus que murmurer. Il voulait qu'on le découvre. Poirot acquiesça. Il voulait que la vérité sorte, même s'il devait en payer le prix. Ce fut en croisant Laura dans le corridor du premier étage que Poirot s'immobilisa soudain, comme frappé par une évidence silencieuse. Elle portait un manteau gris, perle, sobre, ajusté, un vêtement qui ne retenait en lui rien de frivole. Sauf peut-être ce détail, si insignifiant que seul l'œil de Poirot pouvait y prêter attention. Un bouton doré, mal cousu à l'intérieur de la doublure, juste sous le col. Il s'approche, le regard plissé. « Pardonnez-moi, madame, ce manteau, est-ce vous qui l'avez repris vous-même » Laura, surprise, regarda là où il désignait, puis acquiesça lentement. « Oui, une doublure ancienne. Je l'ai réparée il y a quelques mois. Pourquoi » Poirot se pencha, sans toucher, et observa le bouton. Son éclat vieilli, son relief, la fine gravure du régiment, c'était sans conteste un bouton d'uniforme. Pas n'importe lequel, identique à ceux de la tunique du colonel, dont un manquait depuis peu. « Un travail discret, » murmura Poirot, mais peu habile. « Ce bouton n'est pas à sa place. Il a été ajouté, ou conservé. » Laura pâlit légèrement. Son regard, troublé, glissa vers la vitre. Poirot n'ajouta rien, mais dans cet instant suspendu, un silence venait de se rompre. Un bouton n'est qu'un détail. Mais parfois, ce sont les détails qui trahissent les fidélités les plus profondes. Laura s'éloigna sans un mot, mais Poirot ne bougea pas. Lorsqu'elle disparut à l'angle du couloir, il se tourna vers moi, l'air songeur. « Suivez-moi, Hastings. Ce manteau mérite une attention particulière. » Nous nous rendîmes à la lingerie, où Madame Venn conservait quelques effets de la défunte épouse du colonel, ainsi que des vêtements laissés par Laura elle-même. Par une faveur obtenue sans difficulté, Poirot eut accès au manteau. Il l'étendit avec soin sur une table et observa la doublure sous une lumière douce. Ses doigts caressèrent le tissu jusqu'à s'arrêter sur une couture légèrement plus épaisse que les autres. Une main inexpérimentée aurait dissimulé un bouton, mais ici, elle a glissé quelque chose de plus. Il prit une petite pince dans son étui, et d'un geste infiniment précis, souleva le tissu. Une broderie, cousue à même l'ourlet, apparut peu à peu, comme un message secret venu du cœur. À mon frère, FRC. Je retins mon souffle. Cargill, murmurai-je. Poirot hocha la tête, lentement. Elle ne portait pas ce bouton par hasard, Hastings. Elle le portait comme d'autres portent une relique. Et ce fil de soie n'est pas une signature, c'est un serment cousu, point après point, avec l'amour que seul un deuil silencieux peut nourrir. Nous regagnâmes le bureau du colonel, et Poirot sortit du dossier le télégramme jauni, celui trouvé quelques jours plus tôt. Il le posa sur le bureau, à côté du manteau. « FRC », dit-il doucement. « Francis Robert Cargill, lieutenant disparu, en mars 1944,
déclaré déserteur, jamais retrouvé. Il croisa les bras, son regard fixé sur la broderie. Laura Stratton, née Cargill, voilà ce que l'on ne nous avait pas dit. Et pourtant, c'était visible dès le départ, cette retenue douloureuse, cette proximité silencieuse avec le colonel, ce chagrin jamais nommé. Je me sentis glacé. Vous pensez qu'elle savait? Elle savait, elle a toujours su, et elle a attendu. Poirot caressa lentement le tissu. Le colonel avait fait accuser le frère, pour un acte qu'il n'avait peut-être même pas commis. Et elle s'est mariée à cet homme, pas pour l'aimer, mais pour surveiller, pour comprendre, pour attendre ce jour. Je restais muet. Poirot murmura « Cette maison est bâtie sur une trahison, et ce bouton n'a pas été perdu. Il a été prélevé, conservé, cousu près du cœur, comme une preuve ou un avertissement. Nous avions demandé à voir Laura dans le petit salon du rez-de-chaussée. Elle entra sans crainte, mais son visage trahissait une lassitude nouvelle, comme si les jours récents avaient creusé en elle un sillon irréversible. Poirot lui tendit doucement le manteau, retourné, avec la doublure exposée. « Ce bouton et cette broderie, dit-il à mi-voix, ce sont des choses que l'on ne fait pas par négligence. » Elle posa les yeux sur le tissu, s'y attarda, puis ferma les paupières. Lorsqu'elle parla, ce fut d'abord d'une voix presque inaudible. Il s'appelait François, Francis, Robert Cargill. Il avait 23 ans quand il a été affecté ici. C'était mon frère. Elle s'interrompit, cherchant l'air comme une noyée cherche la rive. Il idolâtrait le colonel. Il croyait en lui, en son sens de l'honneur. Puis, il y a eu cette mission. Quelque chose a mal tourné, et Francis a disparu. Elle leva les yeux vers Poirot. Ils étaient noyés de larmes. Il ne s'était pas enfui. Il avait été abandonné, piégé, mais dans le rapport officiel, on parlait de désertion, et c'est Stratton qui l'avait signé. Je restais figé, incapable de prononcer un mot. Poirot, lui, murmura doucement. « Et vous l'avez su? » « Pas au début, mais les pièces sont venues, petit à petit. Une lettre, un mot glissé dans un livre, le carnet de Francis, que j'ai retrouvé après sa disparition. Et j'ai compris. Il s'était confié à quelqu'un, et ce quelqu'un l'avait trahi pour se protéger. Elle porte la main à sa poitrine, là où le bouton avait été cousu. Je n'ai jamais cessé de le porter. Poirot resta un instant immobile, comme s'il mesurait le poids de chaque mot qu'il venait d'entendre. Puis, doucement. « Alors vous avez choisi de rester. » Laura hocha la tête. « Après la guerre, il m'a retrouvé. J'avais tout perdu. Lui, il avait perdu sa femme. Il m'a proposé de l'épouser. Il parlait d'oubli, de recommencer. » Elle sourit amèrement. Je n'ai pas su dire non. Je voulais comprendre, je voulais qu'il me le dise, qu'un jour, dans un moment de faiblesse, il prononce enfin la vérité, qu'il dise le nom de François. Poirot murmura, mais il ne l'a jamais fait. Elle secoua lentement la tête. Non, jamais. Même dans ses nuits agitées, il parlait de faute, de poids, de choix, mais jamais de Francis. C'est ce silence-là qui m'a brisé. Je la regardais, incapable de comprendre pleinement ce que signifiait vivre tant d'années à côté d'un homme que l'on ne pouvait ni haïr ni aimer. Elle avait vécu dans cette faille, jour après jour. J'attendais qu'il avoue, et il a préféré mourir, mais je n'ai rien fait, je n'ai pas tué, je voulais juste qu'on sache. Poirot répondit, très doucement, « Et vous avez cousu la mémoire, point par point. » Le lendemain matin, alors que le vent agitait les arbres nus autour de Grange Hollow, Poirot et moi restions silencieux dans la bibliothèque. L'uniforme du colonel, toujours exposé, semblait avoir pris un aspect plus solennel, presque sacré. Il ne manquait plus de boutons.
Celui de Laura avait été remis à sa place. Et pourtant, l'ensemble paraissait plus nu qu'avant. Poirot contemplait la vitrine avec une intensité qui me toucha. Puis il parla, plus pour lui-même que pour moi. Le colonel n'a jamais demandé pardon. Il a vécu avec la faute, mais sans jamais la nommer. Il a laissé les autres porter le poids pour lui. Il tourna lentement les yeux vers moi. Et elle a fait de son silence une demeure. Un silence habité, chargé, plus éloquent que tous les cris. Je hochai la tête, ému. Elle a aimé son frère, au point de vivre avec son bourreau. Non, Hastings, elle n'a pas vécu avec son bourreau. Elle a vécu avec son remords. C'est très différent. Il s'approcha de la vitrine et posa un doigt sur le verre, juste à l'endroit du bouton replacé. Ce bouton n'était pas un ornement, c'était une preuve, une épingle dans le cœur de l'histoire. Je ne répondis pas. À cet instant précis, je sus que le deuil n'était pas toujours fait de fleurs et de tombes. Parfois, il se coude dans un ourlet, et il dure toute une vie. Le soir même, après le dîner, Poirot me demanda calmement de l'aider à faire porter un message à chacun des membres de la maisonnée. Quelques mots, rédigés de sa main, sur un papier ivoire, étaient englissés sous chaque porte. « Monsieur Poirot souhaite s'entretenir avec vous ce soir, dans la bibliothèque. Votre présence est requise. » Il n'y avait ni menace, ni ambiguïté, mais l'heure, 22 heures précises, et le lieu choisi suffisaient à donner à l'invitation une gravité indiscutable. Le manoir, tout entier, sembla retenir son souffle. Même Mame Venn, pourtant si rigide dans ses habitudes, apparut troublée par la démarche. « Nous allons donc faire cela, comme dans les romans, soufflai-je à Poirot, avec une nervosité que je ne pus masquer. Il répondit avec un sourire presque mélancolique. « Non, Hastings, dans les romans, on réunit les suspects pour les surprendre. Ici, nous les réunissons pour les délivrer. Il est temps que le silence s'achève et que chacun sache ce qu'il y a eu et ce qu'il n'y aura plus. » Je le regardai alors, comprenant que pour lui aussi, ce moment était empreint de solennité, non pour la mise en scène, mais pour la vérité à venir, qui allait, enfin, demander à chacun de faire face. À l'heure dite, la bibliothèque s'emplissait lentement de pas feutrés. Laura entra la première, le visage pâle, les traits tirés, mais droites. Madame Venn la suivit, crispée dans une dignité froide. Le major Everly, la mâchoire serrée, traînait les pieds, comme un homme venu entendre un verdict, et enfin, le docteur Mallory, impeccable comme à l'accoutumée, salua brièvement, avant de s'asseoir sans un mot. Poirot, debout près du bureau, observait chacun d'eux en silence. Il n'y avait aucun livre ouvert, aucune note sur la table, rien que son regard, attentif, presque compatissant. Je demeurais en retrait, dans l'ombre d'un fauteuil, le cœur battant. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, mais la pièce était glacée. Le silence, lui, n'avait rien de paisible. Il avait la texture d'un voile lourd, prêt à tomber. Poirot brisa enfin cette tension d'un ton égal. « Mes amis, je vous ai réunis ici non pour accuser, mais pour comprendre. Un homme est mort. Un homme qui portait un secret, et ce secret, nous l'avons tous frôlé, sans oser le nommer. » Il fit une pause, puis, plus bas. « Mais la vérité, voyez-vous, ne disparaît pas, elle s'endort, et parfois, elle se réveille au moment exact où l'on croyait pouvoir vivre sans elle. » Et alors, je sus que l'instant du dévoilement était venu. Le colonel Archibald Stratton, poursuivit Poirot, n'est pas mort de sa propre main. Le silence devint palpable, presque brutal. Laura porte la main à sa bouche. Madame Venn tressaillit. Le major Everly émit un grondement étouffé.
et le docteur Mallory ne broncha pas. Poirot reprit, toujours d'un ton mesuré, mais chaque mot tombait comme une pierre. L'arme n'était qu'un simulacre. Le véritable agent de sa mort fut un sédatif rare, versé dans son cognac quelques heures avant sa mort. Il s'est effondré paisiblement. Ce n'est que plus tard qu'on a placé l'arme dans sa main et qu'on a verrouillé la porte de l'intérieur. Je fixai Poirot, stupéfait. Il enchaîna. Ce poison n'est pas facile à obtenir. Il ne laisse que peu de traces, mais il faut un savoir, un dosage, une discrétion, que peu possède. Il fit une pause, puis marcha lentement vers le centre de la pièce. J'ai d'abord soupçonné un crime passionnel, puis une vengeance, mais j'ai compris que c'était plus subtil. Ce n'est pas la haine qui a tué le colonel, c'est une justice parallèle. Une justice qui se passe de tribunaux, de journaux, de punitions officielles. Il s'arrêta devant le fauteuil de Mallory, qui n'avait pas levé les yeux. Et cette justice, monsieur le docteur, portait des gants. Un frisson traversa la pièce. Je compris alors que la vérité ne serait pas un coup d'éclat, mais une lame glissée lentement dans une plaie ancienne. Le docteur Mallory demeura un instant immobile, le regard perdu dans les flammes. Puis, lentement, il leva les yeux vers Poirot, sans colère, sans déni. « Alors vous avez compris. » Poirot incline la tête. « Oui, et j'ai compris aussi que vous ne l'avez pas tué par rancune, mais par loyauté. Une loyauté ancienne, plus forte que la loi, celle que l'on doit à un ami. » Mallory inspira profondément, puis parla d'une voix calme, comme s'il récitait un texte longtemps répété. Francis Cargill, mon frère d'armes, mon ami. Il écrivait parfois à ma sœur, et dans une de ses lettres, il m'a parlé de doutes, d'un ordre injuste, d'un piège, puis plus rien. Disparu, officiellement déserteur, mais je savais que ce n'était pas vrai. Et il m'a fallu des années pour retrouver les bribes, un carnet, un nom dans une liste effacée, un journal militaire jamais signé. Il se leva, le visage plus fatigué que coupable. Quand j'ai compris, j'ai voulu lui parler. Il m'a écouté et n'a rien nié. Mais il n'a pas demandé pardon. Il a dit « c'était ça ou perdre le commandement ». Et il a tourné la tête. Poirot le fixait, sans animosité. Alors vous avez agi. Il ne vivait plus, monsieur Poirot. Il survivait. Il attendait, je crois. Et moi je l'ai aidé à finir. Il se rassit. Son regard ne cherchait ni pardon, ni clémence. Il portait simplement le poids d'une guerre qui n'était jamais vraiment terminée. Mallory, toujours debout, posa calmement ses mains à plat sur le dossier du fauteuil devant lui. Il paraissait aussi maître de lui qu'un chirurgien avant l'incision. « Il y a une chose que je dois vous expliquer, » dit-il, « et elle concerne ce fameux bouton. » Son regard croisa brièvement celui de Poirot, puis se posa sur l'uniforme exposé dans la vitrine. Il sourit avec une infinie tristesse. Je l'ai retiré moi-même, avec précaution. Une nuit, alors que le colonel dormait, j'ai entrouvert la vitrine, j'ai glissé la main, et je l'ai ôté, sans forcer, sans abîmer, juste ce bouton. Il se tut un instant, puis reprit. Ce n'était pas un vol, c'était un rappel, une énigme, un défi lancé à l'intelligence de quelqu'un comme vous, monsieur Poirot. Poirot incline doucement la tête, presque reconnaissant. « Un détail en moins, » dit-il, pour révéler ce que la mémoire refusait encore. Mallory acquiesça. Un bouton manquant sur une tunique militaire, c'est un cri discret. Pour le colonel, c'était peut-être la honte. Pour moi, c'était la clé. Ce bouton, je l'ai confié à Laura, sans mots, sans contexte, mais elle l'a compris. Il inspira profondément. Il fallait qu'il manque pour que la vérité
elles réapparaissent. Je regardais Poirot, bouleversé par la solennité de ce geste minuscule. Ce bouton, ce simple cercle de layeton, portait tout le poids d'une mémoire partagée, d'une faute camouflée, d'un amour fraternel arraché au silence. Et dans ce geste d'ôter un bouton, Mallory avait en réalité recousu la vérité. Un long silence suivit cette confession. Ce n'était pas le silence d'une condamnation, mais celui, plus étrange, plus difficile, d'une incompréhension suspendue entre deux formes de justice. Poirot se redressa. « Ce que vous avez fait, docteur, n'est pas rien. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas un accès de colère. C'est un jugement, une décision. » Mallory resta impassible. « Je ne l'ai pas tué, pas comme un assassin. Je lui ai donné un sommeil paisible. Il n'aurait pas survécu à l'humiliation d'un procès, ni au regard de ceux qui l'avaient trahi, même indirectement. Puis, plus doucement, il ne m'a pas supplié, mais il savait. Il me regardait comme on regarde celui qui va refermer la porte d'une pièce vide. Laura murmura alors, d'une voix brisée, « Vous auriez pu parler, me prévenir. » Mallory la fixa, avec une gravité douloureuse. Ce n'était pas à vous de décider, ni même à moi, c'était à lui. Et il n'a rien dit. Poirot intervint à nouveau. Et vous, vous avez choisi de parler à votre manière, par un bouton ôté, par un poison lent, par un geste qui vous rendra coupable, mais peut-être pas infâme. Il s'interrompit, et son regard s'adoucit. La justice n'est pas la même pour tous, celle des hommes punis, celle de la mémoire, demande réparation. Mallory hocha la tête. Je ne regrette pas. Ce n'était pas une vengeance, c'était une clôture, la seule qu'il aurait comprise. Et dans ce mot, clôture, je crus entendre non pas la fin d'une vie, mais la fin d'une guerre intérieure. L'inspecteur Ledbury, qui avait assisté à l'entretien dans un mutisme surpris, s'avança enfin pour notifier l'arrestation. Mallory tendit les poignets sans protester. Aucun geste dramatique, aucune déclaration de dernière minute. Il quitta la bibliothèque dans un silence aussi profond que celui qui l'avait brisé. Une fois la porte refermée, un trouble singulier s'empara de la pièce. Le major Everly, accoudé à la cheminée, semblait soulagé sans pouvoir l'exprimer. Madame Venn, plus raide que jamais, essuyait ses lunettes avec une minutie fébrile. Quant à Laura, elle ne pleurait pas. Elle regardait le fauteuil vide du colonel, comme si elle y percevait encore une présence, mais enfin, désarmée. Moi-même, je ne savais que penser. Étions-nous témoins d'un crime, d'un sacrifice, d'une délivrance? Je me tournai vers Poirot, espérant une certitude. Il contemplait la vitrine. Le bouton manquant avait été remis à sa place. L'uniforme était à nouveau complet, mais l'équilibre qu'il suggérait n'était qu'une illusion. « Vous semblez songeur, mon ami, » dis-je doucement. « Je pense, Hastings, que parfois la vérité ne triomphe pas. Elle se résigne, et dans cette maison, il ne s'agissait pas de justice pénale, il s'agissait de justice du cœur. Je me tue. » Poirot ajouta, presque en confidence, « et celle-ci est souvent la plus difficile à porter. » Et alors que les pas du docteur s'éloignaient dans le couloir, il me sembla que Grange Hollow redevenait ce qu'il n'avait pas été depuis longtemps. Une maison vide de secrets, mais lourde de souvenirs. Lorsque les inspecteurs vinrent chercher le docteur Mallory, nul n'eut besoin de lui adresser un ordre. Il se leva avec cette lenteur particulière des hommes qui ont déjà tout dit, et dont le pas ne porte ni honte, ni défi, mais un calme presque solennel. Je me tenais près de Poirot, et nous observâmes en silence l'étrange procession traverser le vestibule de Grange Hollow. Mallory portait encore la veste sombre qu'il arborait lors de la révélation, et ses mains, libres encore,
pendaient de chaque côté de son corps, paisible. On eût dit, non un homme arrêté, mais un médecin, sortant d'une chambre d'agonie, après avoir fermé les paupières du mourant. Il ne fuit pas, murmurai-je, comme pour moi-même. Poirot acquiesça, sans détourner les yeux. Parce qu'il ne considère pas cela comme un crime, Hastings, mais comme un devoir accompli, le dernier. Il se livre non pas aux autorités, mais au destin. Un silence épais accompagna leur départ. Seul le froissement d'un manteau, le grincement d'une marche. Le regard de Mallory croisa celui de Laura une dernière fois. Il n'y sut ni haine, ni pardon, mais un accord muet. Ce qui devait être dit avait été dit, ce qui devait être payé le serait. Je ressentis, à cet instant, une forme de malaise profond. Car la justice, dans cette affaire, n'était ni blanche ni noire. Elle s'inscrivait dans une teinte incertaine, celle que prennent les secrets lorsqu'ils se transforment en deuil. Poirot posa une main sur mon bras, comme s'il sentait mon trouble. « Venez, mon ami, l'affaire est close pour la loi, mais pas pour le cœur. » Le lendemain matin, alors que le ciel hésitait encore entre la brume et le bleu, Laura descendit les marches de Grange Hollow avec une valise modeste. Elle ne pleurait pas. Il n'y avait ni colère, ni tristesse apparente sur ses traits, mais une forme d'épuisement tranquille, celle d'une âme qui, ayant trop porté, choisit enfin de poser le fardeau. Je m'avançai vers elle, par un instinct que je ne cherchais pas à nommer. « Vous partez, mademoiselle ?» Elle me regarda, et un sourire fugace passa sur son visage. « Oui, capitaine Hastings, il n'y a plus rien ici pour moi. Grange Hollow n'est pas un tombeau, mais il a cessé d'être une maison. » Poirot, qui nous avait rejoints, l'observait avec une attention tendre. « Vous avez porté bien des douleurs qui n'étaient pas les vôtres, mademoiselle Laura. Cela demande du courage, mais aussi de la solitude. Il est temps, maintenant, que vous pensiez à vous-même. » Elle hocha la tête. Sa main effleura la rambarde du perron une dernière fois. « Je vais aller à Bath. Une amie y tient une petite librairie. Elle m'a proposé de l'aider. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera à moi. » Je vis dans son regard quelque chose se détendre. Une tension ancienne, une loyauté silencieuse qui enfin se déliait. « Ce que vous avez fait, » murmura Poirot, « a permis à la vérité de sortir de l'ombre. Vous avez été un témoin et non un instrument. N'oubliez jamais cela. » Elle serra la main de Poirot, puis la mienne, et s'éloigna sans se retourner. Et moi, je restai là, à contempler cette silhouette s'éloigner, comme on regarde un bateau quitter le port, sans voile, mais avec le vent du passé, enfin tombé. Ce ne fut qu'au crépuscule, ce jour-là, que Poirot me demanda de le suivre dans le petit salon où avait été exposé l'uniforme du colonel. Le meuble vitré était toujours là, et le manteau militaire, soigneusement pendu à son cintre. Je fus sur le point de lui demander pourquoi nous revenions ici, mais je compris avant même qu'il ne parle. Observez bien, mon ami. Je m'approchai. Le 5e bouton, celui dont tout avait commencé, était de nouveau là, recousu avec un soin méticuleux, son fil à peine plus clair que les autres, comme si l'on avait voulu que la réparation se voie sans crier. Un détail volontaire, modeste, et pourtant si parlant. « C'est vous ?» dis-je à mi-voix. « Non, Hastings, ce n'est pas moi, c'est Laura. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « Elle est venue ici ce matin, avant de partir. Elle a pris l'aiguille. Elle a rendu à l'uniforme son apparence complète, comme on referme une lettre après en avoir lu le contenu. Je ne répondis pas tout de suite. Le geste m'émouvait plus que je ne l'aurais cru. Ce bouton n'était pas un simple morceau de métal. Il était, à présent, le sceau d'un récit clos, d'un silence reconnu,
d'une paix discrètement cherchée. Poirot referma doucement la vitrine. Il est des fautes, mon ami, que seule la mémoire punit, et des pardons qu'aucun tribunal ne saurait prononcer. Et dans la lumière déclinante, ce bouton brillait faiblement, comme un aveu accepté, et enfin recousu. Ce fut bien plus tard, alors que le manoir s'était vidé de ses bruits et de ses voix, que Poirot me demanda de le rejoindre une dernière fois dans la pièce où reposait l'uniforme. La lumière du soir s'était faite timide, presque cendrée, et une odeur légère de jasmin flottait par la fenêtre entr'ouverte. Peut-être un reste du jardin, ou le souvenir tenace d'un parfum porté jadis. Poirot s'arrêta devant la vitrine, les bras croisés derrière le dos. Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne dirait rien, puis, tout bas, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible ou à lui-même. Il est des fautes que seule la mémoire punit. Il prononça ces mots avec une douceur infinie, mais aussi avec cette fermeté qu'il réservait aux vérités que nul tribunal ne pouvait contester. Je ne répondis rien. Ce n'était pas à moi qu'il parlait, pas vraiment. C'était à ce manteau de guerre, à ce fragment d'un passé pétrifié qui, soudain, avait refait surface pour réclamer une dette jamais réglée. Poirot fit quelques pas, puis ajouta plus bas. La justice humaine, mon ami, est un instrument fragile. Elle arrive souvent trop tard ou trop tôt. Je baissai les yeux. L'uniforme, à présent complet, semblait figé dans une dignité silencieuse, et pourtant, au fond de moi, quelque chose tremblait encore, car les mots de Poirot, ce soir-là, pesaient plus lourd que n'importe quelle sentence. Après le départ de Poirot, je restai seul, quelque temps dans la pièce, face à cet uniforme témoin d'une autre époque. Mon regard se perdit sur la broderie presque effacée du col, sur les traces d'usure aux manches, autant de détails que j'aurais ignorés autrefois, mais qui me semblaient, à présent, porteurs d'un langage muet. Je pensais à Francis Cargill, à sa disparition couverte par le silence, puis à Mallory, condamné pour avoir révélé ce que nul n'avait voulu entendre. Et je pensais à moi, car si Poirot portait la vérité comme une flamme inextinguible, je portais, moi, un autre poids, celui de la guerre elle-même. Non celle que l'on mène contre un ennemi, fusil au poing, mais celle, plus sourde, plus sournoise, qui nous habite longtemps après l'armistice. Ce fut une révélation soudaine et douloureuse. Certains conflits ne finissent jamais. Ils s'endorment dans les replis de la mémoire, mais se réveillent au moindre frémissement, au moindre bouton recousu. Je me rappelais alors une phrase lue jadis, dans une lettre d'un camarade disparu à Ypres. Ce que nous n'avons pas su dire à temps, nos morts nous le répètent dans le silence. Cette phrase résonnait aujourd'hui avec une acuité terrible. Je quittai la pièce à mon tour, le cœur lourd, l'esprit encombré. Je comprenais mieux, maintenant, la solitude de Mallory, car il avait agi, non par haine, mais par nécessité. Et dans son geste, aussi contestable fût-il, il y avait cette part d'ombre que chaque soldat ramène du front. Et peut-être n'y a-t-il pas de paix véritable, seulement des armistices intérieurs. Le train qui nous ramenait à Londres avançait à une allure régulière, presque rassurante. Je contemplais la campagne anglaise, ses haies bien taillées, ses villages paisibles, et je me demandais si, quelque part, les âmes troublées de Grange Hollow connaîtraient enfin un peu de repos. Poirot, face à moi, relisait un journal sans y prêter réellement attention. Je devinais, à son froncement de sourcils, que ses pensées étaient ailleurs. Je tentais de rompre le silence. Croyez-vous, Poirot, que Mallory ait eu raison? Non pas légalement, bien sûr, mais humainement? Il replia son journal avec soin,
puis me fixa de ce regard noir et vif où l'ironie et la compassion se mêlaient toujours. Ce n'est pas à moi de juger cela, mon ami. Le cœur humain est un labyrinthe, et même l'ordre ne peut en tracer tous les contours. Mallory a réparé quelque chose, oui, mais à quel prix? Il a agi là où d'autres ont choisi de se taire. Était-ce du courage ou une autre forme de trahison? Je hochai lentement la tête, car cette question, depuis le début, flottait autour de nous comme un parfum discret mais persistant. La vérité, peut-être, ne réside pas dans la justice obtenue, mais dans le trouble qu'elle laisse derrière elle. Le train s'enfonça dans un tunnel, et l'obscurité passagère m'offrit un dernier refuge. Et vous, cher lecteur, réparer une injustice trop tard, est-ce rendre hommage à la vérité ou condamner à nouveau ceux qui ont survécu à l'oubli? Je vous laisse y réfléchir, dans le silence qui suit la dernière page. Parfois, la justice n'éclate pas comme un tonnerre, mais se glisse dans le silence, cousue à la main, au revers d'un vieil uniforme. Et vous, croyez-vous qu'un crime réparé trop tard soit un acte de courage ou une trahison en habit d'honneur? Dites-le-moi en commentaire. Aimez cette histoire si elle vous a touché. Abonnez-vous pour d'autres mystères et partagez-la avec ceux qui aiment réfléchir autant que frissonner. Car certains secrets, même révélés, continuent de murmurer sous la doublure du temps.